Et dire qu'on était vraiment très très contente de t'avoir avec nous pour l'épisode 11 de EndoEd, puisque depuis le début de ce projet, on a surtout eu l'occasion d'échanger avec des patientes atteintes de la maladie, mais aussi des spécialistes, je dirais plus de la médecine naturelle. Donc avec toi aujourd'hui, on avait envie d'aborder vraiment l'aspect, je dirais, médical au niveau gynécologique, puis aussi la prise en charge qui est offerte aujourd'hui par le corps médical. Et enfin, de pouvoir faire un point sur la recherche actuelle sur l'endométriose. Puis pour commencer, donc toi, Sarah, donc docteur Sarah Maheu, tu es à la fois gynécologue, clinicienne chercheuse et professeure adjointe obstétrique de gynécologie et de reproduction à l'université Laval. Tu es une des spécialistes de l'endométriose ici au Québec. Et on aimerait justement que tu puisses nous partager un peu plus ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à choisir cette voie de cette spécialité de l'endométriose. Oui, alors moi j'ai fait mon cours de médecine, puis quand est venu le temps de choisir notre spécialité, je dois dire qu'au début c'était surtout l'obstétrique qui m'intéressait. Là, la première fois que j'ai vu des bébés naître, j'étais très émue, puis j'étais convaincue que c'est ça que je voulais faire plus tard. Par la suite, au fil de ma formation, je me suis rendu compte que le défi, il y avait un gros défi avec l'endométriose, avec le traitement chirurgical de l'endométriose. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé finalement, c'est l'obstétrique qui m'a amené dans la spécialité, mais c'est plus le défi de l'endométriose qui a fini par aller chercher mon cœur, puis qui m'a fait me spécialiser en endométriose lors de mon fellowship. Donc à la fin de mon cours de médecine de 5 ans, j'ai fait ma spécialité en gynéco-obstétrique de 5 ans, puis j'ai terminé par un 2 ans de surspécialisation en endométriose à Sydney, en Australie. Puis au cours de mon parcours, j'ai toujours eu un intérêt pour la recherche. Donc, j'ai fait ma maîtrise en épidémiologie, mon doctorat en épidémiologie, puis de plus en plus, mes travaux de recherche se concentrent sur l'endométriose pour en améliorer la prise en charge. Et comment toi, t'avais entendu parler au tout début de l'endométriose, avant même de partir en Australie? En fait, on a en gynécologie, quand on opère les femmes, l'endométriose, c'est toujours un peu la maladie qui rend l'anatomie la plus complexe. Il y a différents stades, c'est pas toujours le cas, mais ça représente quand même notre population qui nous donne le plus de challenge. C'est certain que j'avais vu des cas d'endométriose. Au niveau de la résidence, c'était un petit peu plus insécurisant, dans le sens qu'avant d'avoir été bien formé pour faire quelque chose, des fois on se sent un peu démuni devant l'endométriose parce qu'on sent qu'on atteint les limites de nos compétences. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que je pense que je l'ai vu. Des fois aussi avec des gynécologues généralistes qui se sentent un peu justement atteindre leurs limites. Je voyais ça comme un grand défi. Puis, je savais que j'aimais la chirurgie. Puis c'est vraiment au niveau de mon fellowship où on m'a donné les moyens d'être bon là-dedans, puis de savoir quoi faire, puis d'avoir une méthode, puis d'aller vers les cas complexes, puis de développer mes techniques avec l'endométriose. Et c'est là où c'est devenu le fun. Hein? On aime dans quoi on est bon. Ben avant de devenir bon dans quelque chose, des fois on a le goût de l'éviter, puis on se sent démuni, donc c'est pas des choses qu'on aime. Fait que je comprends des gynécologues qui peuvent être moins formés en endométriose puis qui ils voient ça un peu comme le domaine qui aiment le moins parce qu'ils savent qu'ils atteignent leurs limites puis qu'ils seront pas capables d'aider la patiente. Donc oui, je me suis sûrement sentie comme ça résidente, mais c'était beau de voir que plus, tu sais, c'était le défi puis c'était le fun de voir que enfin j'ai les moyens pour aider ces femmes-là qui ont souvent plus de difficultés à avoir des accès à des soins qui sont de bonne qualité. Puis j'imagine que c'est pas un hasard que tu aies décidé de faire ton fellowship justement en Australie. Ben en fait, c'est que c'est quand même assez rare d'avoir des chercheurs qui ont un intérêt développé en recherche et qui sont bons en chirurgie. C'est pas tellement commun, puis j'ai appris que en Australie, il y avait vraiment là quelqu'un dévoué pour la recherche, mais aussi un chirurgien hors pair que les femmes voyageaient de toute l'Australie pour aller se faire opérer par lui. Donc il y avait vraiment comme
deux passions que je voulais développer. Puis il a été un modèle là, énorme. C'est lui qui dirigeait mon fellowship. J'ai travaillé aussi avec d'autres collègues à lui. Là. Il était toute une équipe de chirurgiens, mais c'était lui qui était le principal acteur et c'est Jason Abbott qui a leadé aussi tout le mouvement australien, le Endometriosis Action Plan pour amener plus de fonds au niveau... en fait, il a co-leadé, là, ils sont plus qu'un, là, mais il a été énormément impliqué dans une meilleure connaissance de la maladie en Australie puis l'obtention de plus de fonds pour la recherche et les soins aux patientes en Australie. Donc, tu as vraiment été formée à la bonne école, je dirais, ici au Québec, puis à l'étranger. Tu dis que l'endométriose, ça représente un beau défi professionnel pour toi. Dans quel sens exactement? En fait, c'était un défi parce que, justement, je le voyais déjà résidente que il y en a beaucoup qui se sentent démunis face à cette maladie-là. Entre autres, à cause que c'est une maladie complexe, qui a beaucoup de... C'est ça, qui est un défi chirurgical, mais aussi un défi de traitement. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer les traitements. Pas je pense, c'est absolument certain. On a des options des fois qui sont limitées. Des fois, on a l'impression d'avoir fait le tour de notre coffre à outils. C'est pas dans tous les cas, là. Je veux dire, il y a des femmes qu'on trouve des belles solutions, puis ça va bien. Mais d'autres fois, on arrive vraiment à un niveau où la chirurgie est complexe, le traitement est complexe, on a des effets secondaires avec les médicaments. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est autant au niveau de la recherche, c'est un domaine d'intérêt parce que, justement, on voit tellement d'avenues à explorer dans l'endométriose. Puis, au niveau clinique, j'ai toujours aimé ça opérer. Puis, c'est clair que le défi y était là. On a des cas chirurgicaux qui sont complexes. La maladie peut envahir plusieurs organes. Des fois, on a des cas multidisciplinaires où on doit être plusieurs chirurgiens ensemble. Puis, ça peut vraiment être, c'est ça, des beaux cas qui sont jamais les mêmes. Il n'y a pas une patiente qui est pareille. Donc, c'est extrêmement stimulant comme milieu, c'est certain. Merci beaucoup, Sarah, pour cette belle introduction. Juste pour information, vous êtes combien aujourd'hui de spécialistes? Je dirais qu'ils ont un intérêt fort pour l'endométriose. Je pourrais pas vous dire exactement au Québec, on est combien. Par contre, tu sais, comme dans mon centre à moi, on est 2 à avoir un intérêt plus marqué pour l'endométriose. Il y a d'autres hôpitaux dans la ville de Québec où il y en a qui ont quand même, au travers de leur fellowship, eu une belle exposition à l'endométriose. Mais c'est vrai que la formation aussi est de qualité variable d'un endroit à l'autre. Puis, on peut, somme toute, résumer la situation en disant qu'on n'est pas beaucoup pour la demande qu'il y a, pour le nombre de patientes qu'il y a à traiter. On est encore peu, puis c'est une des choses qu'il va falloir changer dans le futur. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites justement à l'école pour encourager de plus en plus de médecins à se spécialiser là-dedans? Actuellement, pas tellement, non. Il y a, je pense que, tu sais, c'est vraiment au courant de la résidence où on choisit vers quoi on veut aller. Non, il n'y a pas un effort particulier. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit changer dans les prochaines années. On doit valoriser, comme dans tout, il faut en quelque part, tu sais, chacun individuellement, on peut faire l'effort pour aller chercher les bons candidats. C'est sûr que moi, comme clinicienne chercheur, j'essaie de voir qui est le meilleur candidat dans le programme, puis je vais essayer de recruter les meilleurs candidats. Mais il n'y a pas de facteurs attrayants actuellement. Tu sais, des fois, les facultés disent ça, c'est un domaine à prioriser. Il n'y a pas rien des bourses de formation qui sont données pour essayer de favoriser la formation de gens en endométriose. Donc, c'est certain qu'on se bat contre des fois d'autres secteurs d'intérêt qui sont plus favorisés, plus poussés par des mesures, mais souvent, ça prend de l'argent, ça prend, c'est ça, des postes qu'on va assurer, puis on n'a pas ça actuellement, là. On va se le souhaiter.
Et au niveau de la notoriété, parce que, évidemment, depuis qu'on a débuté le podcast, on entend beaucoup parler, en fait, on compare beaucoup l'endométriose au diabète, par exemple, parce qu'il y a le même nombre de femmes atteintes. Selon toi, en tant que médecin, pourquoi l'endométriose est moins connue que le diabète, par exemple? Je pense que justement, c'est une question de priorité qu'on s'est fixé comme société. Puis c'est certain que c'est dû à de multiples facteurs. Je pense qu'en général, comme société, on a beaucoup normalisé les symptômes féminins de douleurs ou tout ce qui est lié aux menstruations. C'est sûr que les douleurs pelviennes, c'est pas objectivable, mais ça peut causer une souffrance extrême, mais on n'a pas, par exemple, en gynécologie, les femmes qui saignent beaucoup, des fois, on a un niveau d'hémoglobine. C'est un chiffre, on l'a, c'est dans les laboratoires, on sait que la patiente a saigné énormément, donc on a un système pour prioriser ces femmes-là qui saignent, puis que c'est sûr, ça met leur vie en danger, mais en douleur, on n'a pas beaucoup, c'est vraiment, oui, mais t'as mal à quel point, puis on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ils disent, ben moi aussi j'ai mal, mais eux, ils continuent à fonctionner, ils continuent à avoir une vie, ça n'a pas d'impact sur leur vie sexuelle, sur leur fonction au travail, sur leurs rôles familiaux, alors qu'il y en a d'autres, ils disent, ben moi j'ai mal, puis sauf que eux, ils sont plus capables d'aller travailler, ça a un énorme impact sur leur vie, sur leur objectif de vie, sur ce qu'ils vont arriver à réaliser, mais ils se font dire, ben moi aussi j'ai mal, fait que c'est normal, puis ça, c'est autant dans la société que même ça c'est banalisé dans le système médical. Il y en a qui viennent nous voir puis ils disent, ça fait des années que j'en parle à mon médecin, puis vous êtes comme la première à me dire que ce que je vis, c'est anormal, puis qui valide que c'est anormal, puis que j'ai enfin une pathologie, que je peux mettre un nom sur ce qui cause toute ma souffrance. Donc, c'est vraiment comme, c'est de multiples facteurs, mais certainement la normalisation de ces symptômes-là par la société. Il faut avant tout commencer à reconnaître que certaines femmes, que ça atteint leur fonctionnement, que c'est sévère, que c'est inacceptable, que ça a des conséquences énormes sur leur fonctionnement, sur leur vie, des conséquences qui sont très comparables à d'autres maladies comme le diabète qui peuvent avoir des grosses conséquences, mais une fois qu'on va reconnaître que c'est fréquent puis que ça a des grosses conséquences sur la fertilité, sur la douleur, sur le fonctionnement, sur la qualité de vie, ben peut-être qu'enfin, on va avoir les fonds qui seraient proportionnés avec ce que l'endométriose cause comme trouble. Tu disais tout à l'heure qu'il faut absolument arrêter de normaliser la douleur. J'imagine que tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais par où on commence, selon toi? Ben, on peut définitivement s'inspirer de d'autres pays qui ont réussi à faire une différence. Puis justement, ben, en Australie, il y a eu vraiment un beau mouvement qui est parti des patients, qui a aussi impliqué beaucoup de médecins, de professionnels de la santé, un mouvement qui visait à mieux faire connaître la maladie, mais aussi après ça, à évaluer les besoins puis obtenir l'argent pour faire changer les choses. C'était justement là, le Endometriosis Action Plan. Puis, au final de tout ça, ils ont fait des activités des activités de levée de fonds, plusieurs événements de sensibilisation, les marches, etc. Et au final, le premier ministre en Australie s'est excusé à la population et aux femmes d'avoir négligé cette maladie-là pendant toutes ces années-là. Et il y a d'importants fonds qui ont été débloqués pour la recherche et pour les soins aux femmes. Donc, il faut absolument que ça vienne par nos politiciens, puis les politiciens, ils ont besoin des gens qui votent pour eux. Donc, il faut que ça vienne de la population qui va finir par faire comprendre aux politiciens qu'on a besoin de cet argent-là. Justement, les fonds de recherche, ça vient du Canada, mais aussi les soins. Nous, les soins viennent du provincial. Il va falloir aller aux deux niveaux parce que présentement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à des cliniques de douleur de qualité avec une approche multidisciplinaire. On sait que c'est la seule chose qui marche bien pour les gros cas de douleurs sévères, d'avoir un psychologue, physiothérapeute, accès aux médecins avec un suivi régulier.
accès à la chirurgie, accès à des soignants spécialisés. Là, on se fait couper toutes les ressources, donc ça devient un climat extrêmement difficile. Pour faire la recherche de qualité, ben ça prend des fonds. Il y a de la recherche de qualité qui se fait en diabète, mais tant qu'on n'aura pas les fonds pour faire des bons essais cliniques randomisés, ben la recherche va demeurer limitée en endométriose. En espérant que les politiciens écoutent ce podcast, je le dis depuis le début, mais voilà. Sarah, en fait, je me demandais comment on se tient informé sur une maladie qui est aussi complexe quand on n'est pas beaucoup dans la province qui se spécialise là-dedans. En fait, on a vraiment une belle communauté de spécialistes à l'international. Donc, très régulièrement, il y a beaucoup de congrès scientifiques. Puis, c'est vraiment dans les congrès internationaux que je trouve que les discussions sont les plus stimulantes. Il y a des gens vraiment passionnés dans tous les pays, puis qui dédient vraiment leur carrière à l'endométriose, puis qui font avancer les choses. C'est sûr qu'il y aurait de la place pour plus d'essais cliniques randomisés, plus de recherches, mais c'est vraiment là où on arrive à échanger, arriver avec les bonnes idées de recherche, arriver avec les hypothèses, puis là, maintenant, ça nous prend les fonds pour pouvoir réaliser ces essais cliniques-là, mais au niveau international, la maladie est définitivement pas oubliée. Il y a des numéros spéciaux dans certaines revues qui sont faites sur l'endométriose. Il y a des belles collaborations à l'international. Il y a le World Endometriosis Research Foundation qui essaie de faire qu'on travaille tout en groupe avec les mêmes variables, qu'on va vers un but commun. Donc, les initiatives sont là. Même au Canada, au final, on est quand même plusieurs avec un intérêt en endométriose qui ont le goût de s'investir. Donc, à ce moment-là, c'est très stimulant. Il faut comme pas rester dans notre petit cocon local, mais dès qu'on sort de chez nous, on se rend compte qu'on n'est pas seul, puis il y a beaucoup de gens qui ont le même but commun pour l'endométriose. Bien, c'est sûr que comme médecin, c'est des choses qu'on n'a pas le choix de parler. Tu sais, c'est vraiment c'est notre rôle. Ça serait pas correct de pas informer une femme que l'endométriose peut avoir un effet sur sa fertilité. Parce qu'on le sait que les femmes de plus en plus attendent avant de faire leur famille. Puis, c'est certain que moi, comme femme qui a de l'endométriose, je voudrais le savoir que vaut mieux me prendre plus tôt que plus tard. Puis, si quelqu'un m'avait caché cette information-là, ben si j'essayais de faire ma famille à 35 ans, mais que personne m'avait jamais dit que ça se pouvait que ça soit difficile pour moi, ben j'en voudrais aux professionnels de pas me l'avoir dit. Puis, nos sociétés, nos lignes directrices médicales nous disent que c'est vraiment important de l'aborder de façon générale avec les femmes, que la fertilité diminue avec l'âge, mais d'autant plus chez les femmes avec endométriose qui ont une condition qui fait que ça peut être plus difficile. Donc, moi, c'est toujours un sujet que j'aborde. Je leur dis juste que il y a des femmes qui ont aucun problème. Il y en a que c'est plus difficile. Donc, si c'est quelque chose d'important pour elles, juste qu'elles le sachent que ça peut être un peu plus compliqué, puis que ça peut être associé. C'est pas dans le but de faire peur, c'est juste dans le but d'être informé. Il y a eu anciennement, je dirais plus anciennement, mais on pensait que peut-être que le fait de tomber enceinte pouvait avoir un impact sur l'endométriose comme telle. En fait, c'est plus que quand tu es enceinte, tu as des marées de progestérone. Donc, pendant la grossesse, probablement que tes symptômes, la majorité des femmes vont être assez bien, n'auront plus de douleur à cause des marées de progestérone. Par contre, ce n'est pas un traitement. Ça ne permettra pas après de plus avoir d'endométriose. Mais quand même, quand on tombe enceinte, ça reste que les marées de progestérone vont sûrement faire que pendant la grossesse, on est bien. Puis la dernière chose de demander, voulez-vous des enfants ou non? Bien, c'est clair que toutes nos études pointent vers le fait que ça a un impact énorme sur le traitement, sur le succès de notre traitement. C'est sûr qu'une femme qui a complété sa famille ou ne veut pas d'enfants, on sait par exemple dans le choix de notre technique chirurgicale, il y a des techniques plus conservatrices où on veut maintenir le maximum la fertilité versus d'autres techniques plus drastiques où on va enlever l'utérus, mais on sait qu'on a un plus grand impact sur la qualité du soulagement de la douleur. Donc, cette information-là est primordiale
primordial, puis c'est sûr que ça amène les femmes à avoir à prendre des décisions très difficiles, puis avoir des informations assez choquantes très jeunes, mais c'est quelque chose qu'on peut pas éviter lorsqu'on soigne l'endométriose. Il faut aborder ces sujets-là qui sont sensibles, mais qui sont très importants là, pour la prise en charge. Merci d'avoir apporté ces précisions parce que ça permet de mieux comprendre. Parfois, on ne sait pas tout simplement pourquoi ces questions nous sont posées. Puis c'est des questions tellement intimes que ça peut perturber parfois. Merci d'avoir apporté ces précisions parce que ça permet de mieux comprendre. Parfois, on ne sait pas tout simplement pourquoi ces questions nous sont posées. Puis c'est des questions tellement intimes que ça peut perturber parfois. Justement, maintenant, on avait envie d'aborder avec toi vraiment l'état de la recherche actuelle. Puis je commencerai par une question toute bête, mais qu'est-ce qu'on sait de l'endométriose aujourd'hui, de façon sûre? L'endométriose, il y a tellement de choses à savoir. C'est encore énormément énigmatique. On sait juste que c'est du tissu qui ressemble beaucoup à l'endomètre, qui est le tissu à l'intérieur de l'utérus qui saigne à chaque mois, qui se retrouve à l'extérieur de l'utérus, mais on ne sait encore pas pourquoi. On a plusieurs hypothèses, comme celle du reflux menstruel ou de la contamination par les vaisseaux lymphatiques ou les vaisseaux sanguins, ou juste la transformation des tissus spontanés à certains endroits dans le corps. Mais il n'y a aucune de ces hypothèses-là qui permet de tout expliquer les lésions d'endométriose qu'on retrouve. Comme par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont en fait une grande majorité de femmes vont avoir du reflux menstruel, donc du sang menstruel qui revient à travers les trompes jusque dans le ventre. Mais une grande proportion de ces femmes-là qui développeront pas d'endométriose. Donc, pourquoi certaines en font et d'autres non? Pourquoi il y a certaines femmes qui ont énormément de douleurs, d'autres non? Pourquoi certaines lésions minimes causent énormément de douleurs alors que d'autres lésions sont énorme et n'en cause aucune douleur. Donc, on en est vraiment là. Il reste énormément de questions sur le pourquoi. Pourquoi ça peut se retrouver dans le cerveau, dans le nez, à distance. Est-ce que oui, le tissu peut se changer, se transformer à distance? Mais pourquoi seulement chez certaines femmes? Tout ce qui est prédisposition familiale, les gènes, on a beaucoup d'études en cours et on a hâte d'avoir les résultats parce que on souhaite que ça puisse nous aider à développer des traitements, de mieux connaître les causes, nous aider à à avoir peut-être de nouvelles avenues thérapeutiques. Donc, puis ce qu'on en sait maintenant, il y a plusieurs études sur les traitements médicaux qui pour le moment sont beaucoup des traitements hormonaux. On sait qu'il y a beaucoup de traitements hormonaux qui sont efficaces pour diminuer la douleur. Par contre, ils ne sont pas tolérés par tous. C'est aussi des traitements qui sont connus pour causer des effets secondaires chez une certaine proportion de patientes, des effets secondaires qui peuvent causer beaucoup d'inconvénients. On sait que la chirurgie est efficace pour diminuer la douleur, mais que la maladie peut revenir et on a plusieurs essais cliniques qui ont essayé d'aborder aussi comment prévenir le retour de la maladie avec justement des traitements hormonaux. Donc, des essais cliniques sur la chirurgie, sur comment prédire les impacts sur la fertilité, comment prédire les différents types de lésions et la localisation, l'ampleur de la maladie, comment prédire après ça leur impact sur la fertilité. Mais peu d'études qui nous permettent encore aussi de distinguer, puis c'est là mes intérêts de recherche, mais d'aller faire... souvent, on a des études contradictoires, mais on voit qu'on étudie aussi des patientes complètement différentes. Hein? Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les différentes présentations de la maladie, les différents sous-types, parce que c'est extrêmement vaste, les présentations de l'endométriose, et comment ces différents sous-types de maladies-là nous permettent de prédire le succès ou l'insuccès d'une ou l'autre des interventions. Parce que présentement, on se base sur des études très générales, des fois où on englobe plusieurs types de patients dans un même groupe, mais probablement qu'il y a certains sous-types de femmes chez qui ça marcherait très, très bien, mais chez d'autres, ça marche pas du tout. Donc, on va essayer d'aller étudier davantage les facteurs prédictifs d'un succès ou d'insuccès d'une intervention. Puis, j'espère
c'est sûr, c'est très coûteux pour l'industrie de développer des nouvelles molécules, mais j'espère que il va y avoir suffisamment de progrès pour aller développer des nouveaux médicaments qui vont peut-être être plus ciblés sur vraiment là, les lésions comme telles, qui vont causer moins d'effets secondaires, qui vont être capables d'agir directement sur la lésion. Mais ça, vraiment, ça va demander encore beaucoup de recherche. Mais j'espère qu'on va trouver des nouvelles molécules avec moins d'effets secondaires, puis qui vont nous permettre, c'est ça, d'avoir un traitement encore plus ciblé. À date, on sait simplement comment la maladie se matérialise avec les tissus. Qu'est-ce qui peut aussi l'enflammer ou pas? Je ne sais pas si là-dessus tu confirmes ou il y a des études aussi qui le prouvent, c'est l'alimentation. Oui, il y a certaines études, en effet, avec l'alimentation, toutes les composantes aussi là, de stress ou toutes les composantes psychologiques. Puis c'est toujours dur de savoir qu'est-ce qui est l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui est la cause ou la conséquence. Puis ça, vraiment, on n'arrive pas à savoir. Je pense que d'une façon ou d'une autre, c'est important de l'identifier, mais j'ai très hâte qu'on arrive à mieux comprendre qu'est-ce qui arrive, c'est ça, qu'est-ce qui est la cause ou la conséquence. Pour le moment, déjà, de voir l'association, il y a des études sur la fatigue et l'endométriose, il y a beaucoup de littérature qui sort là-dessus, des bons essais cliniques ou des bonnes études de grande envergure qui permettent de bien répondre aux questions. Non, malheureusement, on n'en a pas encore, mais on le voit par contre avec ce qui sort que nécessairement il y a quelque chose là, c'est certain là, que ça soit la cause ou la conséquence, c'est clair qu'il y a une association, puis il faut continuer à l'explorer. Est-ce que selon toi, le Québec est beaucoup en retard, est en retard, on n'est pas si pire considérant tout ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'on est vraiment, est-ce que c'est alarmant? Ben, je pense qu'on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers non plus. On est quand même un système très bien organisé. Moi, je suis convaincue qu'on va y arriver, que je pense qu'on a quand même un système à l'écoute. Si on se regroupe puis qu'on en parle, on est un pays choyé où il y a des fonds de recherche. Il faut juste qu'on arrive à en faire une priorité pour le Canada. Puis je pense qu'on en est vraiment rendu là. Faut qu'on arrête de négliger tout ce qui touche à la femme. Mais déjà, les IRSC, là, l'Institut de recherche en santé au Canada, est sensible à tout ce qui est question de genre, les disparités hommes-femmes. Donc, on est rendu là. Ça va s'en venir. Il faut juste continuer nos efforts. Le gouvernement a besoin de nous comme patients puis professionnels de la santé pour faire bouger les choses. Donc, il faut continuer à faire entendre notre voix. Et je suis convaincue qu'on est quand même dans un système choyé où on va y arriver. Mais pour le moment, on n'est définitivement pas le chef de file. Mais somme toute, on a vraiment des chercheurs reconnus au Canada, des chirurgiens reconnus au Canada. Puis, on n'est quand même pas à plaindre. Mm-hmm. C'est bon de te l'entendre le confirmer parce qu'il y a tellement d'opinions là-dessus. Tu sais, tout le monde a son opinion un peu personnelle, puis je tenais à te le demander parce que t'es sur le front, c'est toi qui es sur le terrain en fait. Nous, on peut avoir notre opinion personnelle de comment la province se porte sur certains sujets, mais c'est le fun d'entendre ton opinion là-dessus. Je dois quand même dire que l'accès, parce que là, je parle vraiment en général, ce qui se passe en haut là, pour la recherche, mais c'est sûr que si on parle d'accès aux soins, je pense que ce qui est déplorable puis qu'il faut crier actuellement, c'est que l'accès aux soins est extrêmement variable d'un endroit à l'autre. Même dans des grandes villes, il y a moyen d'arriver dans un centre où l'accès à des soins spécialisés de qualité en endométriose est absent. Puis c'est ça qui est plate, tu sais, comme patient, on fait confiance, on va chez notre médecin comme moi je vais chez le garagiste, à un moment donné, il faut que je fasse confiance. Puis c'est sûr que actuellement je déplore le fait qu'il y a malgré tout un accès qui est variable
d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, même dans une même ville, dépendamment où on va, l'accès est vraiment variable à des soins de qualité ou non, puis ça, c'est déplorable. Chaque centre hospitalier n'a pas nécessairement investi les mêmes ressources pour faire une clinique de qualité, donc c'est vraiment plate comme patient, peu importe où on est au Canada, on devrait avoir un accès égal à des soins de qualité et c'est définitivement pas le cas actuellement, puis le besoin est criant. Quand je parle de est-ce qu'on est équipé de gens qui seraient capables de donner les services, ben oui, je pense qu'on les a, les gens. On manque de ressources en termes financiers, oui, de continuer à former des gens. Puis il faut avoir d'autres médecins, mais oui, je pense qu'on a des bons leaders dans la maladie, mais encore là, de façon générale, l'accès, il faut qu'il soit amélioré, c'est certain. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je sais que c'est un effort mondial, la recherche, que vous travaillez en collaboration. Mais est-ce que ici au Québec, toi dans ton équipe, vous avez ciblé justement certaines pistes de recherche qui vous semblent prioritaires? Oui, en fait, présentement, au CHUL, mes travaux à moi, c'est vraiment... pour l'endométriose, on a mis sur pied une grosse cohorte de femmes. Dans le fond, toutes les femmes qui vont être traitées pour endométriose et douleurs pelviennes chroniques vont être suivies dans le temps. Et on veut justement arriver à identifier les différents phénotypes, donc les différentes présentations de la maladie, arriver à trouver c'est quoi les différences au niveau de la présentation des symptômes et quelles sont les différences dans le succès ou l'insuccès des différentes techniques. Donc, on est à un niveau observationnel où on va arriver à trouver c'est quoi les différents prédicteurs d'intervention qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Et on s'est harmonisé pour étudier les femmes de la même façon que plusieurs autres pays et provinces au Canada, de manière à pouvoir partager l'information puis bâtir une énorme cohorte où on peut partager les données sur les femmes puis répondre à plusieurs questions. Donc ça, je pense que pour moi, c'est vraiment ce qui est prioritaire. Si j'arrive à avoir suffisamment de fonds de recherche, je voudrais définitivement mettre sur pied un essai clinique randomisé pour arriver à mieux étudier puis déterminer quel est le meilleur moment pour opérer, puis les risques-bénéfices de l'opération par rapport à poursuivre un traitement médical. Donc, c'est une des choses que je pense qui va être une priorité, mais je collabore énormément avec la recherche fondamentale aussi. Moi, je suis pas une fondamentaliste, mais je sais que ça va être important de continuer les recherches. Il y a une collègue, Sylvie Breton, qui a fait une partie de sa carrière à Harvard. Là, maintenant, elle travaille à Québec. Elle travaille sur justement qu'est-ce qui peut expliquer la réaction inflammatoire exagérée chez certaines femmes. Donc, elle a des molécules qu'elle teste sur les prélèvements qu'on prend lors de la chirurgie. Donc, présentement, au CHUL, c'est vraiment ce qu'on fait. Mais on a aussi plein de sous-projets, de validation pour les scores d'endométriose, toutes des choses qui vont avoir un impact sur la prise en charge, mais qui veulent ultimement, qui vont servir à améliorer le traitement et le succès de nos interventions. Puis ça fait le lien finalement avec l'autre question, c'est là il y a les projets de recherche, c'est aussi que tu fais partie de l'équipe de Sydney. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? En fait, avec les fonds de recherche qu'ils ont obtenus, Jason Abbott, justement, commence aussi à inclure toutes les femmes avec endométriose dans la cohorte. Donc, on va pouvoir partager les informations. Je collabore encore avec eux sur plein de projets de recherche et on a fait des belles publications dans des bons journaux sur l'endométriose, entre autres sur un score pour prédire la fertilité après la chirurgie. Hein. C'est très angoissant pour certaines femmes de savoir est-ce que la maladie a affecté énormément mon potentiel de pouvoir tomber enceinte ou pas. Puis on a réussi à développer un score qui permet de le valider, un score qui permet quand même d'assez bien prédire quelles sont les chances de faire une grossesse spontanée là, sans avoir recours à la fécondation in vitro. Mais sinon, les données recueillies à Sydney vont d'ailleurs pouvoir être mixées, puis chacun va pouvoir arriver à répondre à plusieurs questions. Là, une de mes priorités,
oui, c'est dans justement une des interventions que je veux comparer, il y a beaucoup de femmes qui ont une ménopause chirurgicale avec l'endométriose, qui se font enlever les 2 ovaires, mais on doit avoir plus de données. Ça a des conséquences de provoquer une ménopause précoce chez les femmes. On sait que, oui, l'endométriose est une maladie qui dépend des estrogènes, donc l'idée d'aller enlever les ovaires, ben on fait une ménopause plus précoce, mais on devrait soulager les douleurs. Mais encore peu de données de qualité sur la qualité de vie. On a beaucoup étudié les risques d'être réopéré. C'est sûr que lorsque tu n'as plus rien à enlever, ben t'es pas réopéré, mais comment la femme se sent, moi je mets beaucoup l'accent et même on s'est entendu là, de façon internationale, maintenant on doit vraiment regarder la qualité de vie. Oui, la douleur, mais la qualité de vie, si la femme a des répercussions hautes sur sa vie, a plus de risques d'autres maladies, ben est-ce qu'on a vraiment gagné? Puis lorsqu'on fait une chirurgie optimale où on va enlever toutes les lésions d'endométriose, on est comme en cancer, on cherche une résection complète de toutes les lésions, est-ce qu'on peut laisser les ovaires? Il faut bien étudier, oui, les risques de récurrence, le retour de la douleur, mais la qualité de vie des femmes qui est ultimement ce qu'on doit rechercher, est-ce qu'on améliore leur vie, oui ou non? Puis je pense que c'est une question qu'il faut se poser, que j'ai pas encore la réponse. Moi, je pense qu'on enlève peut-être trop d'ovaires, mais encore là, je veux pas que les femmes pensent que c'est pas bon de se faire enlever les 2 ovaires. Il faut évaluer chaque cas un à un. Mais pour moi, c'est quelque chose de primordial parce que c'est pas banal d'avoir une ménopause précoce. C'est pas banal de souffrir non plus. Donc, il faut balancer les pour et les contre. Mais on manque définitivement de données pour prendre des décisions aussi importantes, puis ça va être l'une de mes priorités là, dans le futur. Question pour... ça sera peut-être coupé au montage, là, mais pour avoir lu des articles aussi là-dessus, c'est certain que comme on l'a dit, il y a quand même une femme sur 10 potentiellement qui est atteinte de l'endométriose, donc c'est énorme à l'échelle mondiale. Les laboratoires pharmaceutiques commencent tout juste à s'intéresser justement à l'endométriose en disant que si on trouve le diagnostic, le médicament, entre guillemets, c'est jackpot. Est-ce que toi, t'as vent dans ton milieu de aussi ça, en fait, du positionnement des laboratoires pharmaceutiques? Ben, j'ai pas vraiment la réponse à ça, mais mon feeling, c'est qu'ils ont déjà quand même des médicaments. Moi, j'ai plutôt le feeling contraire. C'est vrai que d'habitude, c'est la parfaite cible. Ils veulent des maladies chroniques qui sont comme incurables, puis que les gens vont prendre des médicaments toute leur vie. Donc, c'est vrai que c'est la parfaite cible. Ça leur demande beaucoup de sous développer des nouvelles molécules. C'est ça que je déplore. Fait que, exemple, le lévonorgestrel qui est dans plusieurs contraceptifs ou progestatifs, c'est une molécule qui existe depuis toujours, qu'on cherche pas non plus à nécessairement améliorer parce que développer un nouveau progestatif là, il faut le tester, ça leur coûte beaucoup, beaucoup de sous. Moi, j'ai plutôt l'impression que oui, il y a eu des nouveaux médicaments de développer, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a le courant où on s'assit sur les molécules qu'il y a déjà, qui causent des effets secondaires qu'on connaît déjà, mais on essaie on continue à garder les mêmes molécules parce que c'est plus simple, puis là, on les met dans un stérilet, puis on les met... Mais je rêve qu'il y ait plus de molécules d'étudier, mais je comprends par contre que ces compagnies-là doivent continuer à faire des profits, puis que ça coûte cher développer des nouvelles molécules, mais je pense pas que c'est qu'actuellement l'endométriose est choyée en termes d'industrie pharmaceutique, puis le contexte est difficile pour eux aussi, là. Des fois, ils mettent beaucoup, beaucoup d'argent dans une nouvelle molécule qui finalement cause certains effets indésirables, puis ils sont retirés du marché, puis là, ils perdent. Fait que des fois, ils s'assoient sur leur vieille molécule, puis ils essayent plus de faire du marketing sur ces molécules-là. Ça, c'est déplorable, mais oui, il y a eu des nouveaux agents de développer intéressants, puis je souhaite que ça va continuer. Il y a eu plein d'articles, des fois, sur des hypothèses avec certaines molécules qui existent déjà, mais c'est tellement d'efforts arriver à avoir l'indication que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se découragent puis qui s'essoufflent, alors que c'est tellement important qu'on ait plus d'avenues pour l'endométriose. Puis pour conclure, Sarah, je pense qu'on a vraiment couvert avec toi tous les sujets qu'on avait envie d'aborder. Simplement, est-ce que tu aurais un mot de la fin à partager aux auditrices, aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent
Pour les auditrices et les auditeurs, ben j'ai comme l'impression que vous devez avoir beaucoup de gens qui, s'y écoutent, c'est qui ont souffert de la maladie directement ou indirectement. Donc, je pense que c'est surtout un message d'espoir que on continue à essayer d'améliorer les soins, qu'on est conscient que c'est pas facile actuellement, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont laissées un peu dans une espèce d'espace noir où on n'a pas encore de solution parfaite, puis on est conscient de ça, puis peut-être juste de reconnaître la souffrance qu'il y a actuellement, puis que définitivement, on est conscient qu'elle est là, puis on veut l'améliorer. Puis moi, je te confirme tout au long de l'épisode, Sarah, moi-même qui suis atteinte d'endométriose, en t'écoutant, je me suis sentie rassurée. Rien que le fait de savoir qu'il y a des gens comme toi, puis partout dans le monde, qui s'investissent, qui veulent faire avancer la recherche, qui posent les bonnes questions, qui disent qu'il y a un enjeu sur le financement, bah, on se sent pas seul. Puis c'est ça aussi, je trouve, avec l'endométriose, c'est qu'on a besoin de l'énergie de tout le monde. Donc moi, je te remercie encore de nous avoir donné ce temps-là, puis d'avoir fait passer ces messages et de travailler au quotidien sur cette cause. Ben, merci à vous. Ça me fait exactement le même bien de vous voir vous investir autant pour faire connaître la maladie. Merci encore, Sarah.